Non, franchement, je tourne en rond avec mon poème là. J'ai voulu faire un poème après avoir vu Outlooking et je trouve absolument pas comment le poursuivre. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, ça commence par déception, j'écris ton nom. Non, mais je crois que je suis trop déçu pour composer et asseyez-vous, on va en parler. La dernière fois, nous avons vu ensemble comment les années 90 ont traité un film comme Braveheart, et je voulais compléter ce petit diptyque écossais en vous parlant d'Outlooking qui se passe à la même période, quasiment sur le même sujet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça complète. Ça complète, ouais. Avant toute chose, savez-vous quelle heure il était lorsque les Écossais ont réussi à conquérir leur indépendance grâce à Robert Bruce? Eh bien moi oui, parce que j'y étais, figurez-vous, et je n'y étais pas tout seul, puisque j'avais avec moi ma montre Holscan préférée. Et oui, figurez-vous que c'est la 11e sponsor Holscan sur cette chaîne. À l'heure où je vous parle, Holscan a plus contribué à la chaîne que n'importe quel autre partenaire, mais au-delà de ça, c'est une marque qui a eu un impact très concret dans ma vie. En fait, depuis notre premier partenariat en novembre 2022, je sors rarement sans montre, alors qu'avant je n'en portais absolument pas. J'ai eu un gros coup de cœur pour certains de leurs modèles élégants, sans être trop ostentatoires, et je ne m'en suis jamais séparé depuis. J'aime vraiment l'utilisation des matériaux naturels, mes préférés sont celles avec les cadrans en marbre, ça donne des motifs que je trouve absolument incroyables, et ça rend chaque pièce absolument unique. Et comme ça, que je sois en tenue rétro ou un peu plus classique, eh bien j'ai toujours un modèle qui se marie avec. Holscan propose aussi une chouette collection de lunettes de soleil, et comme j'ai les yeux assez sensibles, eh bien elles ne me quittent jamais l'été, et je n'en ai jamais eu de meilleures. Là encore, l'utilisation des matériaux naturels les rend chaleureuses et uniques, élégantes mais sobres, et les verres polarisés protègent vraiment très bien. Et oui, du coup, beauté et praticité, exactement comme les montres, c'est la combinaison parfaite. C'est pour ça que je suis toujours super content de vous parler d'Holscan, parce que c'est réellement un partenaire de confiance pour la chaîne. Je vous le dis, je teste systématiquement les choses que je vous propose en sponsor, pour vérifier que c'est bien, et j'en utilise parfois certaines. Mais Holscan, c'est vraiment des produits que j'ai au quotidien, que j'offre très régulièrement à mes proches pour les occasions spéciales, et dans lesquelles je crois profondément. Et ça évidemment, ça change tout. Donc voilà, je vous ai déjà vanté les mérites d'Holscan une bonne dizaine de fois, et j'espère à l'avenir pouvoir le faire encore plusieurs dizaines de fois. Je vous parle souvent des produits masculins parce que ce sont ceux que j'utilise évidemment, mais n'oubliez pas qu'il existe des produits féminins, avec des pièces qui sortent tout autant de l'ordinaire, et là encore avec l'utilisation de très belles matières comme la perle d'eau douce, l'aigle marine ou le lapis lazuli. Très utilisé dans l'histoire d'ailleurs, le lapis lazuli. En attendant, pour aujourd'hui, vous avez comme toujours le code promo Icarius et le lien en description qui vous permettent de bénéficier de 15% de réduction sur tout leur catalogue et prendre le risque comme moi que cela devienne un véritable coup de cœur. Outlooking est un film de David Mackenzie sorti en 2018. On y retrouve Chris Pine dans le rôle principal, la sœur de Black Widow qui joue la reine d'Écosse, Kick-Ass qui kick aussi des as dans le film, Stannis Baratheon qui joue le roi d'Angleterre, et enfin Tony Curran parce que, on est dans un film avec des Écossais ou des Irlandais, du coup il fallait bien Tony Curran. Le film raconte la tumultueuse histoire de Robert Bruce entre 1304 et 1307, ce qui est un peu con parce que vraiment la grande bataille la plus prestigieuse de ce héros de l'indépendance écossaise, elle a eu lieu en 1314. Ouais, je sais, j'ai dit et c'est pas dans mes habitudes, mais là, franchement, ce film, c'est ça tout le temps. Tout est parce qu'au fur et à mesure du film, tout ce qui avait l'air prometteur est enterré sous des tombereaux de conneries, et ça, c'est vraiment Ah oui, j'ai trouvé ça mais je suis peut-être un peu dur. Bref, Robert Bruce, qu'on avait déjà vu dans Braveheart sous les traits d'Angus MacFadyen, c'est un noble écossais de la fin du XIIIe siècle qui, après avoir juré allégeance à l'Angleterre, décide finalement de devenir roi des Écossais et d'aller conquérir l'indépendance de l'Écosse en soulevant le pays. Il parvient ce tour de force par un savant mélange de tactiques de guérilla et de bataille, tirant habilement parti du terrain et de l'arrogance démesurée des Anglais bien entendu. Jusque-là, tout est normal, hein. Le film commence presque avec la mort de William Wallace, servant d'élément déclencheur à l'histoire. Robert essuie d'abord plusieurs défaites cinglantes face aux Anglais et aux nobles écossais alliés à ces derniers, avant de disparaître. Il réapparaît quelque temps après à la tête d'une armée et fume tranquillement les Anglais en profitant de la mort du roi Édouard Ier d'Angleterre et de la faiblesse de son fils. Tout cela aboutira entre les années 20 et 30 à l'indépendance de l'Écosse, malheureusement provisoirement. Vous avez l'impression que je suis un peu partisan vis-à-vis de l'Écosse? Complètement. Mais voyez-vous, je suis français, et il y a des choses que l'on ne saurait oublier. Bref, le décor est planté, voyons ce qu'Outlooking en a fait. Ouh là là, vous savez comme j'aime pas les films qui commencent par « basé sur les faits historiques ». Bon, puis pour moi, c'est comme si vous colliez une étiquette « si, je vous jure, c'est du poisson » sur un magnifique chou-fleur. Alors, ça a beau être très sérieux, c'est pas vrai pour autant, hein. C'est même un peu louche.
Concrètement, c'est très romancé pour faire pleurer dans les chaumières. Et si au début du film, les événements semblent se succéder de manière relativement correcte, plus le film avance et moins ça va, pour terminer sur l'habituelle mêlée dégueulasse de cinéma dans la boue là. Alors que les Écossais sont connus pour avoir vaincu les Anglais, certes par la maîtrise du terrain, mais également par un meilleur emploi tactique des formations d'unités de piétons. Tactique! Formation! Tactique formation, ça veut pas dire charger dans la boue comme des pimpins, en espérant que les Anglais aiment moins la boue en fait, hein. Par ailleurs, notez qu'Édouard Ier n'était pas mort à ce moment-là en réalité, et que son fils n'était pas sur le terrain. Me demandez pas où il était, il devait cueillir des fraises, de toute manière ça fait partie des rois que tout le monde détestait, donc on s'en fout. Paradoxalement, un film comme Kingdom of Heaven fait à peu près pareil sur les arrangements de personnages historiques et d'événements, voire pire, mais là ça sonne un peu creux pour arranger fortement le scénario, et je trouve ça un poil déplaisant, d'autant plus que ça va à l'encontre de ce qu'on sait de la période. Bon allez, je suis peut-être un peu dur, comme on dit, c'est pas si pire. Malheureusement, le film s'embourbe parfois dans ses propres paradoxes, ce qui rend l'ensemble agaçant quand on les voit parce qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et vous allez voir que moi-même, dans ce que je vais vous raconter, je suis un peu paradoxal. Mais allez, attaquons le matériel, puisqu'on m'avait vendu le film comme étant vraiment bien historique. Spoiler alerte, non. Le civil. Et pourtant, tout ça commençait si bien. Le film s'ouvre sur un long plan séquence de campement royal anglais, où les nobles écossais prêtent allégeance au roi des Anglais, Édouard Ier. On y voit des couleurs, des gens propres, malgré la boue omniprésente, des variations dans les costumes, des chaussures correctes, des choses correctes aussi. De manière générale, c'est pas parfait, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Bon, Édouard Ier, comme c'est un roi, ils ont pas pu s'empêcher de le faire un peu kitsch, hein, mais j'y reviendrai. Les tentes du campement sont d'ailleurs assez cool, on a surtout des pavillons plus ou moins grands, c'est-à-dire de grosses tentes rondes plus ou moins aménagées. Tout au long du film, on voit beaucoup de civils, paysans, marchands, nobles ou passants, et là encore, si les costumes ne sont pas parfaits, ils ont le mérite de ne pas être honteux. On y voit là encore des couleurs, des patrons variés qui rendent assez bien les silhouettes de l'époque, et c'est pas si mal, c'est pas si mal. Oh bien sûr, plus quelqu'un est pauvre, plus il est crade, mais franchement, je suis presque prêt à pardonner ça au vu des efforts faits pour le reste. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Petit effort à faire sur les coiffes et les bijoux qui sont assez approximatifs, et on sent bien que certaines scènes ont plus pris de la symbolique que du réalisme. Par exemple, à la mort du père de Robert Bruce, tout le monde est en noir, ce qui est très étrange pour l'époque, mais je peux bien comprendre que sur ce coup, le sacrifice à la symbolique du deuil, c'est ok. De manière générale, tout ce qu'on voit dans la première demi-heure de ce point de vue-là, c'est pas désagréable. Contrairement à Braveheart, on ne joue pas le côté écossais cliché à fond, et on a une intéressante installation de l'intrigue. On montre la proximité entre les nobles anglais et écossais, tant politiquement que culturellement, et on en voit tout l'enjeu de l'indépendance comme un enjeu politique moins que culturel. Ce qui ne manque pas d'intérêt, tant Braveheart faisait l'inverse, reprenant les enjeux des guerres suivantes pour l'indépendance de l'Écosse, qui vont énormément prendre du culturel en plus du politique. Fait intéressant à souligner, on voit des musiciens et des marchands africains dans un port de ville au début du film. Bon, après, les costumes sont probablement assez approximatifs, mais je sens bien que le réalisateur a voulu rappeler une réalité. On a des traces de passage de populations noires ou musulmanes en Europe au Moyen-Âge, voire des communautés installées ici et là. C'est discret et plutôt un clin d'œil, mais ça ne manque pas d'intérêt. Un autre point que j'ai trouvé assez positif, c'est l'utilisation délicate mais néanmoins bien présente des motifs à carreaux ou à tartans. On les voit sur certaines tuniques écossaises, mais sur les chaperons aussi. Les chaperons sont les sortes de capuches portées régulièrement dans le film. Ces motifs existent dans les traditions celtiques depuis déjà très longtemps, déjà dans l'Antiquité en Gaule ou en Grande-Bretagne, on en retrouve des traces. Et c'est la conservation de ces traditions à travers certains tissages classiques que l'on va aboutir au tartan écossais, au kilt et à toutes les productions liées à l'histoire de ces modèles. Car oui, la doublure du trenchcoat Burberry que vous avez peut-être chez vous a une histoire millénaire et le manteau lui-même a des racines militaires. Mais ça, il faudra vraiment qu'on en reparle ou je vais partir dans tous les sens. Cela dit, vous avez vu dans Outlooking, pas de kilt et ça c'est très bien parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Sur la vaisselle, malheureusement, on ne voit que des choses en bois ou en métal. À l'époque, c'est party hard sur le verre, et les artisans verriers médiévaux étaient particulièrement compétents, donc on a beaucoup de vaisselle en verre ou en céramique, qui à part de rares exceptions sur la poterie, ça semble totalement absent du film. Après, pour ça comme pour le reste, plus on avance dans le film, plus on tombe sur les vêtements génériques, médiévalisants, moches et sales, et c'est triste parce qu'il y avait pas mal de positifs à dire et à faire, et le début, j'avais l'impression qu'on partait bien quoi. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais si au début on a des choses tout à fait intéressantes qui montrent de vraies recherches et une belle mise en valeur de la période, au fur et à mesure le film semble vouloir les gommer progressivement pour aller de plus en plus dans les clichés,
dont on pensait qu'il allait s'affranchir. C'est aussi ça la déception d'Outlooking en fait. Le début est chouette et puis tout se casse la gueule au fur et à mesure plus le film avance quoi. Mais évidemment comme on parle beaucoup plus de la bagarre dans le film, parce que les gens ils aiment la bagarre, eh bien il y a plus à dire sur la bagarre. Le militaire. Comme on dit, il y a du bien, mais il y a aussi du moins bien. Et comme pour le reste du film, plus on avance dedans, et moins ça semble bien. Mais bon, je vais développer un peu. En premier lieu, on voit beaucoup de cottes de mailles, et ça c'est plaisant, d'autant plus que ça semble être de la vraie cotte de maille. Les gros plans sont plutôt équivoques là-dessus, pas de trucs en laine dégueulasse comme on a dans beaucoup de films. Bon, moi j'aime bien. Le problème, c'est qu'elle est souvent mal ajustée. Oui, ça fait 2 films que je vous dis ça et ça peut vous sembler anecdotique, mais en réalité, c'est très important. En fait, imaginez un enfant. Vous allez lui faire porter un sac adapté à sa taille, avec tout ce dont il a besoin à l'intérieur, à sa taille également. Mais si vous lui faites porter un sac d'adulte, rempli comme pour un adulte, non seulement ça ne lui servira à rien, mais en plus ça va être très encombrant et très lourd pour l'enfant. Une cotte de maille et une armure en général, c'est pareil. Moins c'est adapté au porteur, plus c'est lourd sans avoir d'avantage. Ouais, dans le film, je pense qu'ils ont mis un prix de gros sur les camailles, c'est pas compliqué, tout le monde en a, tout le monde. Du roi au moindre lancier pouilleux, tout le monde a son camail séparé. Je suis sûr que si on voyait plus de gens à poil dans Outlooking, ils auraient quand même un camail sur eux au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer. Le camail, c'est la capuche de maille. Il commence à se séparer du reste de la cotte de maille à partir du moment où on utilise de plus en plus de pièces d'armure. On notera que Robert passe une grande partie du film en gambison, c'est le vêtement rembourré qui est régulièrement mis sous la cotte de maille. Alors, ça c'est intéressant parce qu'il n'est pas très épais, ce qui correspond assez bien à la réalité, contrairement aux idées reçues où on imagine ça comme étant un peu énorme en mode bonhomme Michelin quoi. Comme d'hab, les épées à une main pour l'époque, c'est bon, les modèles dans le film sont passables, mais le nombre de fois où ils n'utilisent que leur épée, ça me déprime. Oui, parce qu'à cette époque, l'utilisation d'épée à une main, sans que l'autre main ne fasse quelque chose, ça n'existe pas, jamais. On voit bien l'utilisation des boucliers dans le film, et c'est chouette, mais vraiment les phases d'épée seule, où on fait semblant qu'elles pèsent 10 kilos comme ça, alors qu'elles sont toutes molles, comme on le voit dans la bataille finale, et qu'en fait... elles sont hyper légères, mais quel enfer! Enfin, le jeu est catastrophique, hein. On rappelle, épée à une main, en moyenne, c'est 1 kg, bien équilibré. Voilà, c'est ridiculement léger, y a pas de, ça fait 12 000 kilos, quoi, c'est ridicule. Et non seulement ça fait pas 12 000 kilos, mais pourquoi vouloir faire l'acteur comme si l'épée en faisait 12 000, quoi? C'est horrible à voir, je vous jure, moi ça me fait du mal, profondément! On retrouve sur les chevaliers lourds nos grands aumes et aumes en pain de sucre comme dans Braveheart. Ça c'est cool parce que ça fait des visuels chouettes et ces gros chevaliers bourrins, là en fait ils sont pas si mal en termes d'image, en termes de visuel. Et ça me console un peu de ce côté des épées. Sinon, bah écoutez, on a les mêmes conneries que dans Braveheart, hein, c'est juste moins kitsch, donc on a l'impression que c'est mieux, mais en fait pas du tout. Et on a encore et toujours ces diableries de flèches enflammées qui n'étaient pas tellement utilisées. Tout le monde a des canons d'avant-bras en cuir, en métal ou que sais-je, et vraiment c'est un calvaire. Alors oui, vous me direz, c'est bien pour protéger l'avant des bras. Mais en fait, s'ils avaient eu des cottes de maille à la bonne taille, tous ces gens-là, ils n'auraient pas eu besoin de canons d'avant-bras de fantaisie, je suis désolé. Les Écossais récupèrent rapidement des tuniques dégueulasses en cuir, des vêtements rembourrés dégueulasses en cuir aussi, tout le monde est en mode petit bouclier aussi, alors qu'à l'époque c'est essentiellement pour de l'escrime civile, et ça fait assez peu de sens d'avoir des armées qui s'en servent. Ah, faut-il le préciser, quand Édouard II est en armure et lève son armée de vilains méchants en noir qui ne respectent rien, c'est la fête du slip sur les pièces d'armure, hein. Tout le monde est équipé avec des protections d'épaule en écailles cloutées bizarres, voire de canons d'avant-bras du même tenant. Je sais pas d'où les costumiers ont sorti ça. Il devait y avoir un vieux stock dégueulasse du monde de Narnia qui traînait quelque part. J'ai pas compris pourquoi. Ah d'ailleurs, les chevaliers qui chargent avec juste une épée dans ce passage, c'est non, hein, clairement, on a lance et bouclier, puis bouclier et épée. Mais pas juste épée avec l'autre main qui sert à faire des marionnettes, hein. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le film utilise des casques ouverts pour les personnages principaux, histoire de bien les reconnaître, même s'ils ne sont pas tout à fait de la bonne période. On sent la recherche de l'entre-deux entre voir le visage des stars et chercher la crédibilité de l'armure, ce qui, ça, pour le coup, est un bon point que moi je défends pas mal. Mais bon bref, globalement, on a quand même les mêmes clichés remis un peu au goût du jour, en cédant tout de même de temps en temps aux conseillers historiques pour faire bonne mesure et avoir l'air un peu meilleur. C'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de casques corrects dans le film, beaucoup de combattants avec juste des lances ou avec les premières armes d'ast un peu chouettes, et puis des clins d'œil ici et là, et évidemment, comme je le disais, tout le début du film.
Ah, sur les armes d'Ast d'ailleurs, petit fun fact, on voit pas mal de combattants à la hache à deux mains dans le film, et plus précisément des haches à deux mains scandinaves, des trucs de vikings quoi. Alors que c'est vraiment pas du tout la même période en théorie, et si ça vous semble étrange, en fait, ça a probablement un sens qui va me permettre de vous raconter l'histoire amusante des Gallo-Glass. Et si vous pensiez que ça a un rapport avec Carglass, laissez-moi vous dire que ceux-là, ils ne réparent ni ne remplacent rien, et que les trous qu'ils font sont quand même bien plus gros qu'une pièce de 2 euros. Surtout avec ça. Les Gallo-Glass étaient en fait à l'origine des populations mixtes gaéliques et scandinaves installées en Écosse depuis les raids vikings sur ses côtes. Après les événements dont parlent Braveheart et Outlooking, nombre de Gallo-Glass ont dû s'exiler en Irlande pour avoir été du mauvais côté des batailles pour l'indépendance. Ils se sont alors mis au service des Irlandais, devenant des mercenaires réputés dans toute l'Europe pour leurs compétences de piétons lourdement blindés et puissants. Et dans leurs diverses armes, ils ont gardé pendant des siècles l'utilisation au combat d'une grande hache à deux mains héritée de celle de la fin de l'âge des Vikings, bien après que l'Europe eut abandonné cette arme en bataille. Et moi je trouve ça trop cool, parce que si cette histoire vous semble méconnue, les Gallo-Glass ont pourtant façonné une partie de l'Irlande et de l'Écosse que nous connaissons aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que certes, ça fait bizarre de voir des haches à deux mains vikings dans un film sur l'indépendance écossaise en 1307, donc bien après l'âge des Vikings, mais c'est peut-être un chouette clin d'œil en réalité. Outlooking est régulièrement vendu comme étant un des films sur le Moyen-Âge qui respecte le plus l'historicité. Et le constat est sans appel pour ma part, en termes de visuel, c'est pas vraiment le cas. Mais le fait est que du côté des événements, certes ils sont un peu travestis, mais pas réellement trahis. Certains personnages semblent un peu caricaturaux, mais guère plus que dans beaucoup de films, ce que la symbolique peut excuser. D'un point de vue des événements donc, sur l'idée, Outlooking n'est pas mauvais. Mais d'un point de vue de l'exécution et du visuel, on est quand même loin du compte. Par exemple, lorsque Robert Bruce se fait tomber dessus par une armée à Dalry, il lui reste 500 hommes en armes, dont des cavaliers. C'est pas 25 compagnons à qui on doit faire traverser un lac en barque et qui se font tomber dessus par 50 gars sortis du bois le plus proche, ça n'a pas de sens. Et là où on avait l'impression qu'au début du film, ce dernier voulait changer un peu l'image des Écossais médiévaux, à partir du moment où Robert est en fuite, on retrouve les combattants équipés à la va-vite de tissus et de cuirs informes, d'armes de fortune. Bien sûr, c'est arrivé, beaucoup même, mais pas à ce point-là, pas dans cette visualisation-là. Comme pour la notion d'usure et de salissure des vêtements historiques, la notion de troupes équipées à la va-vite ou avec ce qu'elles trouvaient est également très mal comprise par les costumiers de séries, de films ou de jeux vidéo. Et c'est là encore le même fond du problème. Alors que le cinéma est un média intimement lié à l'image et qui repose essentiellement dessus, pourquoi est-ce que l'image de l'histoire est la dernière à être considérée dans les productions à caractère historique? Peut-on s'affranchir de l'idée d'un scénario artistique et se laisser réellement guider par les événements, mais ne pas abandonner du tout l'image d'Épinal que l'on a en tête? À mes yeux, Outlooking représente une lutte permanente, non pas celle des Écossais pour l'indépendance, mais celle des équipes historiques contre ceux qui voulaient faire tout ça à l'arrache comme dans les clichés. Et cette lutte, pour un œil qui a l'habitude, elle est visible dans presque chaque scène. Chaque moment du film semble être un enjeu pour l'historicité, des montagnes russes permanentes entre deux styles qui s'affrontent. La guerre est sans merci, et on sent bien que les équipes historiques et les équipes créatives remportent tour à tour des victoires, mais en fait à la fin personne ne gagne, et je trouve que le film s'avère décevant. Outlooking est peut-être le meilleur exemple du compromis un peu gâché. Si la cohabitation d'éléments historiques et d'éléments créatifs contemporains fonctionne assez bien sur certaines productions, ce film-ci semble perpétuellement perdu entre l'envie d'en faire toujours trop ou toujours pas assez. Et plutôt que de trouver un bon compromis, le film semble souvent passer d'un extrême à l'autre, quoi. Pour autant, il faut bien replacer les choses dans leur contexte et rappeler quelques éléments. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis peut-être un peu trop dur avec ce film, tant on me l'avait survendu. Outlooking est sorti en 2018, et par rapport à l'intense majorité des productions historiques médiévales, eh bien, il est très largement dans le haut du panier de l'histoire. Alors certes, les esprits facétieux que vous êtes me diront que c'est une terrible révélation de l'état du cinéma médiéval. Mais tout de même, beaucoup d'efforts ont été faits, consentis peut-être au forceps, mais qui ne manquent pas d'intérêt et qui devraient nous déclencher, je sais pas, une certaine tendresse peut-être. Et c'est là tout le paradoxe d'Outlooking, j'ai finalement dit beaucoup de positifs sur le film, mais c'est le négatif qui est le plus marquant tant il semble parfois éclabousser l'éclat du reste, comme la boue de Lundun Hill. Outlooking, c'est ce film historique parmi les premiers entièrement produits par Netflix, en opposition au circuit classique des majors, et où beaucoup d'approches du costume s'opposent également à la mode ambiante. Et il faut peut-être reconnaître que si ma déception est à la hauteur de mes attentes, j'ai peut-être été trop dur. Dans tous les cas, je me demande à quel point nous ne sommes pas trop enfermés dans nos propres phénomènes culturels, nos propres idées reçues installées durablement.
Quand Outlooking commence en allant à l'encontre de ses idées reçues pour finir par retomber dedans en cours de film, est-ce qu'il ne veut pas nous enseigner une leçon ? Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas tout à fait les mêmes vêtements parce qu'en montant la vidéo, je réfléchissais un peu à tout ça et j'étais un peu perplexe. Parce que je vous l'ai dit au début, en fait aussi à la fin d'ailleurs, je suis paradoxal sur ce film. Concrètement, je vous en ai dit 80% de bien, mais mon impression finale, elle est quand même plutôt moyenne. Objectivement, en termes visuels, c'est un des meilleurs films médiévaux sur cette période qui existe à l'heure actuelle, mais je n'arrive absolument pas à le voir comme ça. Du coup, je me suis demandé d'où ça vient, pourquoi est-ce que j'ai cette position-là ? Bien sûr, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, mais certains visuels, certains passages, certaines évocations sont particulièrement bonnes. Et pourtant, je suis super dur avec le film, alors que je ne l'ai jamais été autant avec d'autres productions, y compris les plus catastrophiques. Et ça, je crois que ça vient de cette fameuse promesse du film dont je vous parlais. En fait, il offre tellement de choses positives dans son visuel que lorsqu'il se vautre dans un cliché, la déception est d'autant plus grande pour moi. Je tombe de plus haut parce que le film m'a emmené plus haut. Je pense aussi que comme vous tous et toutes, je commence à être lassé des productions qui jouent toujours le jeu un peu terne dans la photographie, ce qui a tendance à tout salir, même avec des couleurs éclatantes dans les costumes. Alors, quand ces derniers sont sales et boueux, en fait ça fait que renforcer cette impression. Au-delà de tout ça, la leçon d'Outlooking pour moi, à titre personnel, c'est peut-être celle que je vous rappelle souvent en commentaire lorsque vous m'avouez, un peu honteusement parfois, que vous aimez un film que j'ai vivement critiqué. On peut critiquer une production, on peut critiquer sa forme, son fond, ses répercussions sociales, politiques ou culturelles. On peut critiquer le jeu des acteurs, le choix de la réalisation, des costumes, des décors, de l'écriture. Mais le cinéma, en tant qu'art, c'est aussi une grande question d'émotion, de perception, de sentiment et de vibration. Et à ce titre, je ferai toujours mon travail de critique, tout en vous rappelant qu'il y a une chose qui ne se remet jamais en question, c'est l'amour qu'on peut avoir pour une œuvre et à quel point elle nous fait vibrer. Mon rôle est de vous informer, de vous divertir parfois, mais jamais de vous juger sur ce que vous aimez. Et là, force est de constater qu'Outlooking ne me fait pas vibrer. Le film m'énerve alors qu'il y a tant de bonnes choses dedans, et c'est aussi le jeu du cinéma et des émotions. Donc pour cette fois, je vais vous faire une recommandation, qui est en fait celle que je fais pour tous les films. Regardez-les, prenez mes remarques pour faire grandir vos connaissances, pensez plus loin, posez-vous des questions, mais n'oubliez jamais d'assumer ce que vous aimez, sans vous mentir sur la nature de ce que vous aimez. Vous avez le droit d'aimer de mauvais films, parce qu'en réalité, cela n'a rien à voir. On dit que l'amour rend aveugle, mais je crois fermement qu'aimer, au sens premier, c'est s'efforcer de voir les choses avec honnêteté, avec le bon et avec le mauvais, sans se mentir à soi-même ou aux autres. Aimer, c'est accepter cette réalité et les émotions qui vont avec, parce que ce n'est pas du tout incompatible. Il est facile d'aimer quelque chose qui serait parfait ou dont on occulterait une partie moins belle de la réalité. Aimer quelque chose ou quelqu'un pour ce qu'elle est pleinement, c'est ça, le vrai sens de l'amour. C'est pour ça qu'en réalité, je préfère toujours 1000 fois vous parler de films ou de séries que j'ai aimés, même avec une historicité claquée au sol, que de films que je n'ai pas aimés, quand bien même l'historicité est bonne. Parce que j'ai beau avoir tout le recul que je veux, tout le professionnalisme que je veux, toute l'expérience que je veux, je reste aussi quelqu'un qui aime regarder des films cool et tomber amoureux des imperfections. Voilà, conclusion un peu différente aujourd'hui, mais je crois que c'était bien de rappeler cette vérité qui, à mon sens, est fondamentale. Vous avez le droit d'aimer de mauvais films, tant que vous savez pourquoi ils sont mauvais et pourquoi vous les aimez malgré tout. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à la boutique Allscairn avec le lien en description et la promo si vous voulez aider la chaîne, et puis vous faire plaisir accessoirement. Et nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode de La Réserve pour reparler un peu de tout ça.